Il était question que j'aille me prostituer dans un pays frontalier, transporter la cocaïne dans mon vagin tout le long de la route. J'avais honte d'être vraiment sur la surface de la terre, quoi. On fumait des joints et puis quand on n'avait plus ce qu'il fallait pour fumer, on allait jusqu'à racler avec un couteau le sol pour récupérer les boulettes de shit qui étaient imbibées de pisse de chien et de merde de chien. On n'avait rien à foutre juste pour fumer, on faisait ça. Tu te dis pas, j'ai grandi dans une famille parfaite avec des parents qui sont 4 supérieurs, avec une petite sœur trop sympa. Ouais. Et je suis dans un squat avec des poux et du sang par terre. Qu'est-ce que tu fous là? Bah j'aimais trop. À quel moment tu comprends que vendre ton corps, ça peut te permettre de payer ce que tu consommes? Carrément, vas-y, let's go, on va Let's faire go. la pour payer la drogue. Je me suis vue faire des fellets dans des parkings pour 50 balles. Hello tout le monde et bienvenue dans Carla pour toi. Aujourd'hui je vais recevoir Lisa et ce qu'elle va vous raconter c'est presque impossible à imaginer. Parce qu'au départ Lisa, c'est pas du tout une fille à problème, c'est juste une adolescente, une collégienne et surtout une fille qui a grandi dans une famille hyper aimante et qui aurait pu avoir une vie normale. Mais à force d'être humiliée, insultée, rejetée, harcelée, tout a basculé. Le harcèlement scolaire il a entraîné une descente aux enfers, des consommations, aux scarifications, aux hôpitaux, des fugues, des squats, la mise à disposition de son corps jusqu'à tomber dans un trafic alors qu'elle était encore mineure. Un trafic de femmes. Et ce qui est glaçant dans cette histoire, c'est que le harcèlement, il n'a pas détruit que sa vie à elle, il a aussi détruit celle de ses parents, celle de sa petite sœur et de toute une famille qui a regardé son enfant sombrer sans pouvoir réussir à la sauver. Aujourd'hui, Lisa elle va nous raconter comment le harcèlement scolaire, il peut détruire toute une vie. Restez jusqu'au bout parce que cette histoire, elle montre jusqu'où tout ça, ça peut aller. Et si vous voulez que je continue à pouvoir faire des interviews comme celle-là, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment ce qui me permet de continuer à le faire. Ce podcast va aborder des thèmes qui peuvent heurter la sensibilité de certains, donc je vous invite à regarder en description le texte. Je m'appelle Lisa, je vais vous raconter dans ce podcast comment je suis tombée accro à la drogue, comment je me suis prostituée, comment ma vie a été brisée suite au harcèlement scolaire que j'ai subi durant toute ma scolarité. Hello Lisa. Hello. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans mon podcast. Lisa, je sais que c'est pas facile de replonger dans tout ça. Donc si à un moment on va trop loin, tu me dis, on arrête et on va à ton rythme. Voilà. Lisa, ce que je trouve fou dans ton histoire, c'est que tout part du harcèlement scolaire. Donc on va comprendre tout le cheminement. Tu vas tout nous raconter et on va comprendre comment du harcèlement scolaire il peut se passer toutes ces choses. Alors Lisa, avant qu'on revienne au début, j'aimerais qu'on parte d'une scène qui est glaçante. Tu as 17 ans, c'est en pleine nuit, dans la montagne, Oui. après avoir été embarquée dans un trafic. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Cette nuit-là, on était plutôt dans la matinée honnêtement, mais genre très très tôt, vers 5 h du matin peut-être. Et comment j'avais refusé d'aller me prostituer donc dans d'autres pays européens, on va dire, parce qu'il faut pas que je cite. Ok, pourquoi tu peux pas situer? Pour pas risquer ma peau. Ok. Je risque beaucoup ma peau en ce moment. Est-ce que tu peux me raconter cette nuit-là? Donc cette nuit-là, c'était très très tôt le matin, qu'il faisait encore nuit, il faisait super froid. On était tous dans la voiture, on était 4 si je ne m'abuse. Et donc il était question que j'aille me prostituer dans un pays frontalier. Et il n'en était pas question pour moi. Enfin, j'avais vraiment pris conscience de la dangerosité de ce que ça pouvait être. Et il y a eu vraiment une discussion un petit peu houleuse avec la personne qui me dirigeait. Si on peut dire ça comme ça. C'était qui pour toi cette personne? Mon patron. Ton patron? Ouais. C'est D'accord. une stature de patron. C'était quoi? C'était un sorte de proxénète? On peut dire qu'aujourd'hui, proxénète et trafiquant, ça va ensemble. C'est-à-dire? Donc, trafiquant de drogue, proxénétisme, c'est Ils font les deux. tout, quasi tous, ouais. Enfin, en tout cas, ceux qui sont vraiment importants, Ok. qui ont vraiment une place importante, ouais, ils prennent le risque de faire les deux. Et donc, cet homme-là était vraiment parti dans l'idée que j'allais aller me prostituer ailleurs. Et pour quelle raison il voulait que tu ailles dans un autre pays pour faire ça? Parce que visiblement, dans cet autre pays en question, on gagne mieux notre vie. Voilà. Toi, tu avais 17 ans Ouais, et tu dis que tu gagnais des sommes importantes. ouais. C'est quoi des sommes importantes? On peut compter, par exemple, une nuit. Après, ça dépend aussi, il y a un peu à la tête du client, on voit bien, mais une nuit, ça peut être entre 800 000 €. Et il y a combien qui est journée, reversé pour toi? 60%. Alors, je suis nulle en maths, mais c'est 100 € du coup, j'imagine? 600 €. Ouais, voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Et donc le proxénète, il prenait 40%. Ouais, c'est ça, ce qui est énorme. Ok. Et T'étais sous l'emprise de la drogue à ce ouais, moment-là? tous les jours, toutes les heures quasiment. Enfin, en tout cas, je me laissais pas le moment de redescendre, en fait. C'est-à-dire que tu étais dans quel état physique? Tu voyais flou? Tu comprenais ce qui se passait autour de toi? Non, faut pas voir ça comme ça, faut plus s'imaginer que, je sais pas, par exemple, tu vois, quand je sais pas, tu fais la fête, tu as super bu, et
tu te réveilles le lendemain, tu as la tête un peu dans le gazon et puis tu te rappelles pas trop ce que tu as fait. Mais en fait, dis-toi que là, c'est tous les jours comme ça, en fait. C'est tous les jours, tu as l'impression d'être, dans un univers parallèle, en fait. Tout est comme au ralenti, puis d'un coup hyper accéléré. Enfin, c'est un état d'esprit assez, enfin, un état d'être du moins Mmh. très particulier. Donc tu comprends un peu rien à ce qui se passe à ce moment-là quand ils te jettent de la voiture? Bah, non, en fait, c'est moi qui ai insisté pour qu'il me jette de la voiture, honnêtement. En fait, Pourquoi? du coup, je lui ai dit que c'était pas possible et lui a insisté sur le fait que voilà et il m'a dit: «Bah, tu veux te débrouiller toute seule, écoute, très bien, je te sors de la voiture». Je lui ai dit: «Pas de souci, je me casse», tu vois? J'ai voulu un peu, faire la grande et puis, finalement, bah, je me suis bien rendu compte que alors, il faisait -21 degrés dehors. Ouais. Autant vous dire que ça pique, surtout en claquettes chaussettes et avec un petit leggings, Mmh. et un juste corps donc Qu'est-ce que tu c'est as fait à ce moment-là quand tu es sortie de la voiture? quand je suis sortie de la voiture, j'ai pas trop paniqué au début, c'est sur le coup de l'adrénaline parce que je me suis dit: «C'est soit il me sort, soit il me tue», donc je suis plutôt contente d'être sortie. Mmh. Je vois la voiture qui part et la voiture qui ne revient pas, donc pour moi, c'était un soulagement Mmh. et hem et donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, il y a un muret, donc je vais m'asseoir sur ce muret puis j'attends et je me dis: «Bon, bah, j'ai plus beaucoup de batterie», donc du coup, je décide d'appeler, la gendarmerie la plus proche, enfin, j'appelle le 17 du moins et on m'envoie une brigade, qui vient me chercher du coup. Mmh. Et cette brigade-là, a essayé de m'extirper au moins 1000 fois des informations et ces 1000 fois-là, je n'ai pas enfin, j'ai pas du tout Parce qu'ils cédé. savaient que tu étais avec des trafiquants? Non, mais je leur ai expliqué une histoire vague, je pense. Alors, est-ce qu'ils y sont habitués? Je pense, mais dans tous les cas, pour moi, il était pas question de et encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, je me suis jamais positionnée puisque justement, je préfère m'en tenir loin. Tu Heu penses qu'ils ont compris que tu étais dans un trafic de prostitution, de drogue? de drogue, très sûrement, oui, parce que j'étais vraiment dans un état, déplorable. Après, la prostitution, non, je pense pas. Mmh. Je pense qu'ils ont vraiment Et juste à ce vu moment-là, tu balances pas tes trafiquants? non, jamais. Alors Lisa, pour comprendre comment t'en es arrivée là, on va revenir au tout début. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton enfance, comment tu étais petite fille? J'ai eu énormément de chance. J'estime que j'ai grandi dans une famille dite privilégiée, hein, vraiment, j'ai été gâtée, comme, tout enfant devrait l'être. J'ai grandi à la campagne, dans une grande maison avec, les animaux autour. Donc, j'ai vraiment eu cette chance, qui, détonne un peu avec mon histoire et surtout des parents très présents, un père, vraiment qui nous a, beaucoup accompagnés, une mère un petit peu plus au travail. Tu manquais de rien? Non, non, j'ai jamais manqué de rien. T'avais des parents aimants? Oui, ah ouais, 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 encore aujourd'hui, c'est des gens qui sont toujours là pour moi et puis là aussi pour mes proches et ils l'ont toujours été en fait, C'est sympa. ouais, j'ai une super famille, vraiment. T'étais une enfant heureuse? Oui, ouais, Ouais. pleine de vie. Qu'est-ce que tu aimais à cette époque-là quand tu étais petite? Qu'est-ce que j'aimais à cette époque-là? Eh bien, j'aimais bien le maquillage, je me Ouais. maquillais beaucoup, Mmh. les animaux aussi, je passais un temps fou avec C'est mon important les chat. animaux parce qu'on va le voir dans ta guérison, on va en parler plus tard. Oui, Mais ouais, c'est un moment important de ton histoire. ouais, beh, en fait, pour te dire, je me sens plus à l'aise avec, des animaux Mmh. qu'avec des humains. Tu as eu une enfance heureuse, Oui, ensuite tu es arrivée au collège. ouais, Là, ça a commencé un peu à se corser. oui, ouais. C'est à quel moment au collège que tu as compris que tu étais devenue une cible? Oh honnêtement, au début, je pense que j'étais dans le déni. Je me disais: «Oh, c'est peut-être ça, ce que ça fait de grandir». Je sais pas. Je dirais que c'est vraiment à partir de la cinquième. Donc je monte ces escaliers et ma mère avait pris soin de mettre une petite pochette, avec ma serviette au cas où si j'avais, mes Les règles un premières jour. règles qui arrivent. Ouais, c'est ça C'est mignon. mais oui, c'est super mignon en plus Ouais. vu comme ça. Sauf que, les garçons n'étant pas, je pense, éduqués, ou peut-être trop jeunes, heu et donc ils ont ouvert cette pochette-là et ils ont vu cette serviette hygiénique, ils m'ont tout de suite, pris à partie en mode: «Ah ouais, toi, tu une pute, tu ce genre de truc». Moi, sur le coup, je me dis: «Bah, je les connais pas ces gars». Je me rappelle que c'était vraiment au tout début et je comprenais pas pourquoi cette réaction-là et puis, bah, j'ai rigolé avec eux par peur de me sentir bête, quoi. Donc ce jour-là, tu rigoles avec tes harceleurs? Ouais, c'est ça, mais je captais pas, tu sais, voilà et puis après, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une agression aussi, qui m'a bien foutu dedans. Donc avec un prof scolaire qui, a profité d'un moment de vulnérabilité, pardon, parce que j'étais Ouais. seule pour me passer la main, sur les seins. Tu étais venue le voir ce prof-là, à la base? En fait, si tu veux, il m'a balancé un classeur à la figure. Le prof? Ouais, je te jure que c'est vrai. Je me rappelle être vraiment comme ça et puis il me dit: «Tu viendras me voir en fin de cours et tout machin».
Je dis: «Merde, j'ai dû faire une connerie» et puis, vu de toute façon que vu que je n'avais pas d'amis, j'ai été seule en fin de cours et il me dit: «Ah, je suis désolée Lisa» et il commence à me caresser les mains et à me dire: «Tu sais, je pense que tu as tes règles». J'étais en mode: «Mais purée, mais qu'est-ce que vous avez avec mes règles les gars, quoi? Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que c'est que ce truc encore?» Et il me dit: «Mais tu sais, quand tu dors mal la nuit et tout», puis je sais pas pourquoi il amène le truc comme ça à venir parler de mon intimité et puis il me dit: «Mais ça coule de ton vagin». Enfin, tu vois, des trucs un peu glauques, voilà, très glauques et puis il finit par, soi-disant me faire un câlin et il expliquera plus tard que je suis quelqu'un de tactile, donc pour lui c'est normal et bon, sa main a quand même volontairement glissé, dans mon soutien-gorge de gamine de 12 ans, donc bon. Donc ça m'a pas mal traumatisée en vrai, C'est très grave et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu vas en parler, au directeur, au et à prof? ce moment-là, ouais, je vais en parler et on m'a encore dit: «Qu'est-ce que tu as avec tes problèmes, quoi?» C'est-à-dire? Ah parce que je m'étais déjà plainte, plusieurs fois que les élèves, m'emmerdaient, tout ça et là, je viens de plaindre, Qu'un prof t'emmerde aussi? c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle a cette gamine, elle a toujours un problème Et tes parents? et écoute, ça s'est soldé, j'ai dû m'excuser auprès du profi de ce professeur en question, C'est pas vrai? si, Mais j'ai dû enfin, on t'a m'excuser de pas cru? l'avoir non, 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 vraiment pas et puis parce que ce prof s'est défendu, de telle sorte que, non, mais lui, il était tactile, en fait, donc il y avait rien de mal, il y avait rien de méchant, Les gens, ils commencent à dire quoi sur toi à ce moment-là? Enfin, tu te fais commencer à te faire harceler par les élèves, par un prof? Ouais, Qu'est-ce qu'ils se disent sur toi dans le collège? j'étais une pute. Pourquoi? J'ai essayé de chercher tous les Tu toute biais. petite, en plus, tu as quoi, 12-13 ans? Ouais, alors est-ce que, donc je parle de ma pré-puberté que j'ai eue très, très tôt, donc je l'ai eue de ma puberté, du moins pas de ma pré. Ma puberté que j'ai eue très, très tôt vers, l'âge de mes 8 ans, avec les seins, les hanches qui se développent assez rapidement. Est-ce que ça a joué? Moi, j'ai eu ma puberté super jeune aussi et Oui, je sais qu'on me sexualisait beaucoup pareil de la même manière c'est et je sais ça. que c'est un vrai problème quand tu commences à avoir de la poitrine, quand tu es même en primaire, au collège, Mmh. au tout début et cetera, on a tendance à te sexualiser et pareil que toi, j'ai eu des remarques des profs, j'ai eu des remarques des Prof élèves. aussi, c'est une folie. Dès que tu as une Mmh. poitrine, ça y est. Moi, je me rappelle la directrice, elle avait dit, au conseil de classe: «Elle ressemble à Nabila», juste parce que j'avais des gros seins, en fait. En gros, Sérieux? c'était ça et j'ai on s'est suivi enfin pas je me suis pas fait harceler par les élèves, mais du coup, tous les élèves disaient ça et étaient tous morts de rire. C'était même dur quand tu as 12-13 ans. Non, mais Genre savoir qu'on parle de tes seins, en fait. ah ouais et surtout une femme en plus, on peut se dire C'est les une hommes. femme, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Ah ouais, d'accord, C'est très vicieuse. méchant, ça fait très mal. Ouais. Enfin bref, le midi, tu manges seule dans les toilettes. Ouais, moi je mangeais toute seule et puis, je voyais trop les regards se porter sur moi et puis je me sentais trop mal, quoi. Mmh. Du coup, je me suis dit: «Bah, tant pis, je vais traverser tout le sel, je vais prendre un bout de pain et puis je vais aller manger dans les toilettes en attendant que ça passe», et je me rappelle, j'appelais ma mère en pleurs, quasiment tous les midis, la pauvre et puis j'attendais que ça passe, en fait. C'est horrible et les enfants, les autres jeunes, ils te voyaient manger dans les toilettes? Ils le savaient? Au début, c'était vraiment la bonne planque et puis après, en fait, c'était même pas la peine parce qu'elles venaient me chercher. Il y avait des filles qui vraiment un groupe de pétasses, hein, je lui dis, Mmh. qui venaient me chercher vraiment en tambourinant sur cette fichue porte en me disant: «Assume». J'étais Assume quoi? c'est ça mais tu sais qu'encore aujourd'hui, je me demande: «Est-ce que c'est assume que je suis une pute? Est-ce qu'assume que» tu vois? C'est horrible. Bon, on était des enfants donc Mmh. j'ai envie de te dire aujourd'hui, je pardonne un petit peu, je lisse les bords mais c'est vrai que pour une enfant, c'est dur de comprendre. Et ça, dès le début, le fait que tout le monde t'insulte depuis au collège, que tu manges seule dans les toilettes, ça commence à créer quoi chez toi? Je pleurais beaucoup et puis, tu sais, dès que je rentrais chez moi, je me rappelle, ma mère, elle venait me voir et puis, je lui disais: «Maman, ça va pas» et puis on montait toutes les 2 dans ma chambre et je me rappelle d'un de ces moments où est-ce qu'on était toutes les 2 assises par terre en train de pleurer, quoi. Ta mère aussi, elle pleurait avec Ouais, toi ma à mère cause de aussi ton pleurait. harcèlement scolaire? Bah, ouais, parce que, je suis la chair de sa chair, tu vois? Donc forcément, elle a eu ce truc de, bah, merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mmh. Mais elle Parce pouvait rien faire? ils ont mis des moyens en place mais qui n'ont pas fonctionné. Quel genre de moyens? Notamment une fois où est-ce que l'une de mes harceleuses, vraiment avérées, hein, qui était très, très dure avec moi, ma mère a décidé d'aller voir du coup l'adjointe de la direction et demander un rendez-vous avec, sa mère du coup et donc la mère de mon harceleuse était là et elle a ri au nez, de ma mère en lui disant: «Mais vous avez qu'à éduquer votre fille». Je sais plus ce qu'elle lui a dit mais
C'était vraiment, Donc ta mère aussi s'est fait harceler, quoi. ouais, en fait, parce qu'elle vivait à travers moi, tout ce harcèlement et puis cette incapacité, Et les directeurs, profs? aujourd'hui, j'appelle ça de l'incompétence. À l'époque, je comprenais pas, mais aujourd'hui, j'appelle ça de l'incompétence. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont, ouais, rien à foutre, en fait. Si votre fille est pas bien, je veux dire, on peut pas traiter, 10 harceleurs. Mmh. Par contre, on peut traiter une harcelée. Elle dégage. On t'a déjà dit de changer de collège? J'ai changé 4 fois d'établissement Parce que t'étais harcelée? parce que j'étais harcelée et que c'était trop pour les établissements de devoir me gérer comme ça en palliatif avec les autres élèves, c'était pas possible. Donc c'est très grave. Donc c'est toi qui es harcelée et c'est toi qui es punie. Et tes harceleurs dans l'histoire, ils ont quoi? Ils ont rien? Non, rien. On les punit pas, rien? Non, ils ont jamais rien eu d'ailleurs, ouais, que dalle. Il y a une fille qui est un peu la fille des amis de tes parents qui te fait fumer ton premier joint. Tu as quel Sûrement. âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. OK. Elle m'explique comment faire et puis, et donc je fais. Alors vraiment, je tousse pendant un C'est quart la d'heure. première fois que tu vois de la drogue? Ouais, enfin, Ouais? non, 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 j'en avais déjà vu de la drogue, OK, mais que je l'inhale réellement, c'est la première fois d'accord. et donc du coup, j'ai tout de suite ressenti ce que j'appelle un pop dans la tête, Mmh. où est-ce que tu as tout aujourd'hui, je l'image comme quelque chose tout qui s'écroule dans ton cerveau, mais en fait, j'avais l'impression à ce moment-là que tout s'ouvrait pour moi. OK. Tout était plus simple, tout était plus doux, plus beau, enfin, À ce moment-là où tu es en souffrance parce que tu es harcelée à l'école? c'est ça et puis je me dis: «Oh purée, mais la porte de sortie, quoi». Genre, si là, au moment présent où est-ce que j'étais avec Johanna, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, j'avais, l'impression d'être juste dans une boule d'amour et de paix, Mmh. je me dis: «Mais en fait, si je fais ça au collège, Ouais, du coup, ça ira mieux». le harcèlement. Bah, c'est ça, donc je me suis dit tout de suite: «Ah hop, porte de sortie», tu vois? Donc en fait, déjà, en gros, à 13 ans, tu te dis: «Je vais fumer des joints pour oublier mes problèmes et pour oublier tout ce qui se passe autour de moi», en fait. Ouais, C'est un tu vois? échappatoire. C'est ça, j'avais déjà ce raisonnement d'addict Ouais, très tôt. OK. Après ça, tu recommences au collège? Ouais. Avec qui? Où? Tu peux me raconter? Bah, toujours avec mes fréquentations, que j'avais découvert du moins pardon, à la gare routière, donc là où est-ce qu'il y avait, ce temps de pause avant d'aller au collège, le Mmh. matin. Donc à la gare routière, tu as rencontré des amis puisque tu en avais pas à l'école, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, c'était un peu les refus, les mis de côté et C'est-à-dire? là un peu ils étaient un peu, style un peu gothique, style OK. alternative, il y avait, la quasi-totalité d'ailleurs, qui étaient déscolarisés Ouais. et ils étaient tous plus âgés que moi. Et ils traînaient à la gare? C'est ça. Et donc du coup, moi je suis allée avec eux puisque, bah, tu voulais que j'aille avec qui? Ouais. Et vient aussi, donc ces temps-là où est-ce qu'on fume des joints et donc là je fume vraiment des joints et je kiffe en fait me défoncer et du coup j'essaye de me défoncer un max avant d'aller en cours, quitte à vraiment, baver par terre, quoi. Et heu et donc du coup je fume et puis Et je du coup, vais au ça collège. s'empire là parce que les gens à l'école, ils voient qu'en plus tu es défoncée? Bah, c'est ça donc tu additionnes, les insultes, j'ai été pute et je suis devenue toxico. Donc on me traitait de toxico, Donc aussi. c'est un peu ça monte crescendo, ça va de pire en pire le harcèlement et Oui, tu rentres dans une spirale où du coup, tu te défonces pour oublier le harcèlement ouais. et de là, tu te fais encore plus harceler. Bah, c'est ça en fait, c'est le chat qui se mord la queue, ça s'arrête jamais. Il y a un moment, Lisa, où ta petite sœur, elle arrive dans le même collège que toi. Oui. Qu'est-ce que ça change? Et ben, écoute, pour moi, je me suis sentie mieux dans le sens où j'avais quelqu'un Mmh. avec qui être. Elle se fait harceler à son tour à cause du harcèlement que tu subis? C'est ça. Et il y a Mmh. cette fille, Julia, qui, Gilia, si tu vois, cette vidéo. non, et donc cette fille-là va voir, ma petite sœur et donc qui était toute petite, ça faisait peut-être quoi, allez, même pas un mois qu'elle était au collège Mmh. et donc cette fille arrive, bonne emballant, grand sourire, tu sais, le sourire de satisfaction de faire du mal. Elle arrive, elle dit à ma sœur comme ça: «Alors c'est toi, la sœur de la pute?» Enfin, je veux dire, à la limite, tu as une cible. Oui. Garde ta cible. Rien ne sert d'aller, dépasser, sur les proches. Moi, je trouve ça d'une immondice. Enfin, c'est horrible. Ma sœur, elle avait rien demandé, elle était toute petite et donc du coup, en fait, elle a commencé à générer une anxiété sociale, mais quelque chose de très fort, quoi. Toi, du coup, tu culpabilises à ce moment-là de voir que, ben, ta souffrance, elle abîme aussi ceux que tu aimes? Bah, ouais, parce que je me dis, autant mes problèmes, voilà, autant le fait qu'on me traite de pute, pas de problème. Je veux dire, enfin, si, ça posait un problème. À partir du moment où ça venait impacter ma petite sœur,
Là, c'était problématique parce que, je voulais pas. J'ai eu conscience très tôt qu'il était que question de moi et qu'il en était pas question pour ma sœur, tu vois? Et donc du coup, j'étais dans une on parle même pas de culpabilité, hein, vraiment on parle de honte. Genre vraiment j'avais honte, d'être là où j'étais, d'être vraiment sur la surface de la terre, quoi. Et ton père, comment il réagit de tout ça? Il est au courant? Mon père, lui, ça a été plus compliqué pour lui parce que on ne parle de rien. Mmh. On laisse tout, sous Mmh. la table Mmh. et on sourit tout de même. Enfin pour lui, c'était, «C'est bon, tu lèves la tête, tu marches vite et Oui. puis tu les emmerdes, quoi». Mmh. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est ce que Ils sont dans la c'est. plus dure, les papas, en général, il y en C'est a beaucoup comme ça, ça. mais c'est ça et donc bah, moi je me suis un peu, éloignée de lui en me disant: «Mais pourquoi il me comprend pas, enfin il est con, quoi». Et ouais, du coup, notre relation, elle s'est un peu, distendue à ce moment-là, ouais. Et il y a un moment, tu commences à te faire mal autrement. Oui, ouais. Comment tu découvres, qu'on peut se faire des blessures sur soi-même? Donc c'est ce garçon-là qui était, copain avec une amie à moi qui s'était, scarifié dans la cour, de récréation. Je me rappelle que ça m'avait choquée à ce moment-là et puis, je sais pas pourquoi quelques années plus tard, du coup, 2 ans après, quand j'ai senti que c'était à mon tour de le faire, je sais pas comment c'est venu, mais, c'est tout de suite été, énorme. En fait, je me suis tout de suite, je pense que dès la première coupure, je me suis dit, «Mais en fait, c'est ça aussi qu'il me faut, quoi». Et quand tu te blesses, tu cherches quoi? Au début, je pense que je cherche, on va dire, l'appel à l'aide, tu sais? Ou est-ce que, j'ai presque un peu envie que mes harceleurs voient ce que j'ai sur mes bras et qu'ils se disent: «Oh là là, stop, on arrête, quoi. Elle a trop de blessures, cette pauvre Tu fille». cherches, à attirer l'attention, Ouais, pour qu'on remarque, que ça va pas et qu'on te vienne en aide? c'est ça, au début, je pense que c'était ça et puis après, en fait, j'ai pris goût, et on parle encore une fois d'addiction aussi. J'ai pris goût à ces traces et puis, et surtout, j'avais ce truc de il fallait que ça saigne. Plus ça saignait, mieux ça allait. En fait, comme si j'exhumais, en fait, la douleur C'est une par le addiction sang. de se faire ça, de se blesser Ouais, soi-même? ouais, ouais, carrément. Bah, dis-toi, je pouvais le faire, plusieurs fois par jour, on peut dire, 5-6 fois par jour et surtout la nuit. Toi, sous mon oreiller, il y avait lame, il y avait ma lame, il y avait, papier toilette qui me servait de bandage et du scotch. Mmh. Enfin et c'était vraiment, je ne pouvais pas dormir si je ne l'avais pas fait. Tu finis par aller à l'hôpital. Ouais. Ça devient un refuge pour toi? Tu fais des allers-retours à l'hôpital à ce moment-là? Ouais, 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 ma mère a calculé les fiches de passage, j'en ai Ouais. plus d'une quarantaine, c'est Plus énorme. d'une quarantaine de Ouais, fois? ouais, ouais, Dans ouais. ta vie ou à cette période? À cette période-là, de ma vie, donc j'allais en pédiatrie. Là, tu avais quel âge? Là, j'avais 15 ans, 14 ans. En pédiatrie, est-ce qu'on te vient vraiment en aide? Heu, j'ai envie de te dire oui parce que, du coup, j'étais dans ce truc où, j'étais dans un cocon, j'avais pas mes harceleurs avec moi. Tout le monde, était aux petits soins, en fait. Donc, rien qu'un simple geste de venir prendre l'attention, pour moi, c'était un signe affectueux. Le fait de me faire une piqûre, c'était un signe affectueux. Le fait de me donner mes médicaments, ça l'était. Tout était, tout était source d'affect et du coup, ce lieu en est devenu Donc, un au final, tu te sentais mieux à l'hôpital qu'à la maison? ouais, bah, oui, bien sûr, ouais. Bah, oui, oui. Puis, il y a un matin où tu décides de prendre autre chose que de fumer un joint. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter déjà comment t'en es arrivée à prendre de la drogue dure, et qu'est-ce que c'était? Ouais, c'est, assez loufoque comme contexte parce qu'en fait, à cette époque-là, sur Snapchat, tu avais du coup la possibilité de rencontrer, donc des dealers sur la plateforme, Mmh. comme ça l'est toujours aujourd'hui. Mais, avant, tu pouvais voir du coup, sur les comptes, des dealers, hein, des stories avec, des avis, «Oui, j'ai aimé tel produit, c'était trop bien, service parfait, 5 sur 5». Journée sur Uber Eats, quoi. Ouais, TripAdvisor, vraiment OK. c'était, pareil et donc du coup, on m'avait parlé des amis, m'avaient dit: «Ah beh, si tu contactes ce mec-là, il va te donner de la cons, tu vas la tester Mmh. et puis après tu vas lui dire si tu as aimé ou pas et puis il va mettre une story et donc tu auras, une cons gratos, quoi». Là, tu quel âge? Là, j'avais 14 ans 14 ans. et donc je me dis: «Bon, bah, écoute, pourquoi pas essayer? Dans tous les cas, perdu pour perdu, j'y vais, hein». Ouais. Voilà, j'avais trop envie de tester Et en il te plus donne quoi comme drogue alors? et donc du coup, j'arrive et je prends de la kétamine. Là, à ce moment-là, tu es où quand tu consommes ça, à la Là, gare? c'était à la gare, du coup, À la j'avais gare. rejoint ce mec-là, pardon, à la gare et donc il me donne toutes les instructions, mais et donc je réalise cet acte et il me dit: «Bon, bah, tu vas voir, d'ici 3 minutes,
ça aura popé, quoi. Mmh. Et donc j'avais pas le temps, de toute façon, il fallait que je prenne mon bus, donc je lui ai dit: «Bon, bah, Donc toi, salut, tu au te dis, revoir». tu prends de la kétamine avant d'aller au collège, quoi, Ouais, le c'est matin? ça, mais en fait, j'avais pas notion de la connerie que je faisais, j'avais pas notion de je me dis: «Bon, bah, au pire, je teste et puis voilà». OK. Et donc je monte dans le bus, je me rappelle encore un peu, je me rappelle arriver au milieu du bus et là, le bus commence à s'allonger, à se rétrécir, enfin vraiment c'est un Tu vois des formes, qui changent. ouais, tout s'allonge, tout est d'un coup, il fait très chaud, très froid, enfin tu vois, c'est hyper bizarre et heu et donc j'avais toujours pris l'habitude de me mettre au fond du bus Mmh. avec, un ami, soi-disant. Donc j'arrive à ma place, dans le bus et je m'assois à côté de lui et puis, je me rappelle pas de ce moment, mais je l'illustre de la sorte que je l'ai toujours fait et visiblement, il se serait passé quelque chose, donc je n'ai aucun souvenir. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc à la pause de 10h, donc au collège, j'entends, j'entends et je vois ces regards qui sont posés sur moi et ces regards malsains, l'air de dire: «Mais oh non mais elle», tu vois? Et donc je cherche à comprendre et on me dit: «Mais tu es sérieuse d'avoir poussé un mec dans un bus?» Et j'étais en mode: «Oh les gars, vous allez trop vite pour moi là, qu'est-ce qui se passe? Enfin dites-moi, enfin je veux bien admettre que là je suis un peu défoncée, même beaucoup. J'ai 2 heures d'absence, qu'est-ce qui s'est passé?» «Ouais, tu es vraiment qu'une pauvre salope, tu as sauté ce mec-là dans le bus», Là je me dis: «Putain, j'ai pas manqué une occasion de faire une connerie quoi». Ça veut dire que dans le bus, il y avait les autres élèves, ils t'ont vu? Ouais, ouais et ce qui me fait le plus de mal, c'est de me dire qu'il y avait des gamins, en fait, des plus petits que moi. J'étais une gamine, mais des encore tout petits qui étaient en 6e, qui ont vu ce genre d'obscénité et ces choses-là et donc je pense que ça m'est revenu peut-être 2 ou 3 jours après, je sais plus, mais en tout cas, ça m'est revenu après de voir juste mon sac à dos. En fait, je revois cette phase où est-ce que je rentre dans le bus, que tout s'allonge et cetera et après je m'assois à côté de mon pote. Et je vois même pas la demande, je vois rien. Je vois juste mon sac à dos. Ça s'apprend, le directeur, ils appellent tes parents, qu'est-ce qui Mmh. se passe? Bah, donc du coup, le directeur me convoque en amont Ouais. et il me dit, «Écoute Lisa, on est très déçus, on a appris ce que tu avais fait dans le bus. Le garçon, qui était dans un autre collège, dans le public, tu sais, qui était à côté, il me dit: "Lui aussi a été convoqué, dans son collège et puis, il aimerait savoir pourquoi tu as fait ça, quoi"». Mmh. Et moi, je me rappelle m'être murée dans le silence et d'avoir rien dit, en fait. Mmh. Il me dit: «Bah, écoute, tes parents sont là», donc glouc, mes parents sont là, OK. Ils vont arriver et puis on va en discuter avec eux. Tu ressens quoi à ce moment-là? Heu, je pense que si j'aurais pu me faire exterminer sur place, j'aurais vraiment préféré parce que là, j'étais au bout de ma vie, quoi. C'est ultra humiliant et puis, ils sont venus, ils ont expliqué, donc le directeur a expliqué donc à mon père ce qui s'est passé et je me rappelle mon père ne pas réagir et tu sais, avoir les yeux rouges de colère, tu vois? De se dire: «Mais c'est pas possible» et je me rappelle de voir ma mère, je retournais dans la voiture: «Mais pourquoi tu as fait ça? Mais, en fait, est-ce que enfin, c'est sûr que tu as pas fait ça volontairement, ce mec-là t'a fait du mal» et je lui ai dit: «Parce que j'avais pas conscience que c'était une agression». Mmh. Je lui ai dit: «Mais non maman, je l'ai voulu». Genre j'étais mal en fait de l'avoir voulu presque, tu vois? J'étais en mode: «Bah, j'ai pris de la drogue donc, en soi, Mais tes parents là, à ce moment-là, ils découvrent que tu as pris de la kétamine à 13 ans au non, collège? non, ils Tu savaient leur pas. dis pas? Non, non, ils savaient pas. Ils savaient que je fumais de temps en temps des joints, mais enfin, ils étaient pas fiers de ça, mais enfin voilà, tu vois? Ça Mmh. dépassait pas, enfin, ils pensaient pas que j'étais dans les extrêmes en tout cas. Ouais. C'est à quel moment qu'on considère que tu peux plus rester chez toi? Donc c'est au niveau de mes vers l'âge de mes 16 ans, attends. Oui, oui, enfin un peu avant mes 16 ans, 15 ans et Ouais. demi, 16 ans. Qu'est-ce qui se passe? On te place dans un foyer pour quelle raison? En fait, j'ai eu une période où est-ce que du coup donc début covid, pardon. Mmh. Début covid, moi j'ai décidé de mettre fin à ma scolarité OK. et donc du coup, je suis restée à la maison et qui dit rester à la maison dans mon isolement, je fumais énormément mais vraiment, c'était de l'excès quoi, au point où du coup le jour où est-ce que je n'avais plus cette drogue-là, à mon chevet, Heu, je voulais aller en chercher et tout et puis mon père, il me dit: «Mais ça va pas la tête, jamais de la vie, en fait». Mmh. Et du coup, on s'est gravement pris la tête avec mon père et j'ai eu ces effets de manque, en fait, qui sont venus et ça m'a vraiment fait péter un câble, c'est le sens, comment j'ai fait une crise psychotique dite, en fait, où est-ce que
tout pète dans mon cerveau, en fait. C'est vraiment comme ça, hein, que ça se passe. Tout pète et tu deviens complètement fou, en fait, vraiment. Bah ouais. Ça rend bipolaire, ça rend nerveux. Moi, on a parlé de schizophrénie, hein, vraiment, hein. C'est-à-dire que, Dieu merci, je ne le suis pas, mais il y a des moments comme ça où est-ce que ça peut être juste passager, dû justement à un excès de drogue, un excès des fois de stress, enfin ça peut venir de plein de biais différents. Ouais. Et en fait, moi, j'avais cette vision fixe en tête où est-ce que je me voyais clairement tuer mon père. Et ce qui était horrible pour lui parce qu'au fond, il savait juste pas quoi faire, quoi, Bah ouais. je veux dire n'importe quel parent aurait réagi comme ça, normalement constitué. Et donc du coup, j'appelle, mon éducatrice, je lui dis: «Écoute», j'ai quand même pris conscience que ça puait quand même ce qui se passait dans ma tête et je lui dis: «Écoute, là, je suis en train de vivre un truc qui se passe, c'est vraiment bizarre. Est-ce que tu peux venir me chercher?» C'est quoi ton éducatrice? C'est qui? Mon éducatrice, donc c'est la maison du département, en fait, c'est donc de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, en fait, si tu OK. veux. Donc à ce moment-là, l'aide sociale te surveillait déjà? Ouais, parce que j'avais été, faire un signalement, mon père m'avait mis une claque, si tu Ouais. veux, et j'avais été porter plainte. C'était la OK. première claque que j'avais reçue de toute ma vie, mais mon père était excédé, j'avais ramené une plaquette de shit à la maison, donc autant lui dire que ça ne l'a pas plu. Et donc c'est là qu'en fait, si tu veux, les services sociaux ont été appelés Mmh. et donc du coup, cette éducatrice, après mon épisode psychotique, donc dit: «Bon, on la retire, on la met à l'hôpital un coup, histoire qu'elle décompense». Et donc du coup, je suis à l'hôpital et à la fin de mon séjour qui a dû durer peut-être 2 semaines, tu vois? On arrive à la fin de l'été, et et je me rappelle avoir dit: «Mais c'est mort, je rentre pas chez moi. Je rentre pas chez moi, je veux plus voir mon père, je peux plus le voir, je veux plus aller à l'école, je veux plus rien en fait, je veux plus rentrer chez moi». Donc là, ils ont dit: «Bon, bah, pas de problème, on te met dans un foyer». Tes parents, ils en pensent quoi à ce moment-là qu'on te place? Alors que tu es quand même dans une super famille? Bah, c'est ça, ma mère, elle est dévastée. Mon père, insensible, Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas te récupérer ou c'est eux non. qui prennent le choix de te laisser y aller? Alors en fait, mon éducatrice a appuyé sur le fait qu'il y avait quand même ma petite sœur dans tout ça, dont on Ouais. n'entend pas beaucoup parler, qui, elle s'était murée dans une sorte de monde parallèle en fait. Elle était là sans être vraiment là, sauf que, bah, le problème c'est qu'à l'adolescence, c'est quand même le moment le plus important, la Mmh. construction d'un enfant, donc il était temps aussi pour elle qu'elle puisse se Elle déployer, hein. souffrait beaucoup à cause de tes comportements? Ouais, mais elle souffrait en silence, du coup, c'était dur de savoir vraiment ce qu'il lui fallait, ce qui voilà. Et donc du coup, d'un côté, c'était pas plus mal de m'éloigner de ma famille pour pouvoir laisser grandir ma sœur aussi, dans des normes, plus ou moins normales. Mmh. Toi, à ce moment-là, c'est quoi ta relation avec ta sœur? Avec ma sœur, je me rappelle pas vraiment, mais si tu veux, avec ma sœur, on a toujours eu une relation ultra fusionnelle. Enfin vraiment, on a toujours été, l'une pour l'autre, toujours là. Du coup, le foyer, comment ça se passe quand tu arrives là-bas? C'est un nouvel environnement, tu peux me raconter? Ouais, alors au début, c'était un peu bizarre, puis tu sais, c'est un peu comme dans les films C'est-à-dire? où est-ce que ça crie, il y a beaucoup de disputes, de bagarres, Mmh. c'est souvent illustré comme ça et en fait, bah, c'est vrai. C'est la réalité qui est malheureuse, mais qui est vraie et donc du coup, on m'attribue une chambre Ouais. avec, ce lit simple, tous ces meubles, ultra homogènes, de mauvaise qualité et puis tu es là, bah, maintenant, bah, tu seras là et puis, bah, débrouille-toi en gros. Mmh. Tu as des éducateurs qui sont là en fait, juste pour faire garde-fou quoi. Ils s'occupent, Les autres gens, c'est des fous, en gros? non, mais quand je parle de garde-fou, c'est plus, histoire que ça y ait pas trop de débordements, en fait, c'est juste ça. C'est juste, tu imagines qu'il y a 8 gamins qui vivent ensemble dans une maison et il faut les contenir pour pas que, bah, tout le monde se tape dessus, tu vois? Et et c'est vrai qu'au début, moi, j'arrive dans un contexte où tu as une fille qui était, elle, pour le coup, était folle. Après en fait, tu as tout plein Le de types profil? de profils, voilà, qui sont mélangés. Tu Ouais. as des enfants qui, ont été abandonnés par leurs parents. Moi, je me rappelle d'un gamin qui est arrivé, il avait des bleus et il est rentré, il tenait son petit doudou et l'éducateur d'une autre main, et il rentre dans le foyer, pour qu'on lui attribue une place, quoi. C'est horrible. Horrible. Tu as des gens comme moi qui, sont, trop perturbés Mais à ce moment-là, pour quand leur tu vois famille. toute cette horreur et tous ces gens qui peut-être n'ont pas forcément de parents ou de famille stable, tu ne dis pas: «Mais moi j'ai une super famille, je regrette». Enfin, Hem Et en fait, je me taisais là-dessus, je le disais pas trop. mais toi, tu te Ah dis oui, pas oui, ça, oui, tu te bah, dis pas: «En j'étais fait, en j'ai de la mode, chance». purée, mais je veux dire, moi, j'ai jamais eu les bleus qu'il a lui, tu vois? J'étais en mode, moi, mes parents,
enfin voilà quoi. Tu te dis pas: «Qu'est-ce que je fous là?» Bah si, en fait, j'étais bien d'un autre côté aussi parce que je me disais: «Ça y est, je suis plus avec mes parents», tu sais, un peu le côté rebelle de Oui. l'adolescence, Mmh. ingrate qui ressort. Mais mais j'avais quand même cette conscience de me dire, bah, j'ai quand même pas le même profil que mes camarades, quoi. Et donc du coup, j'ai l'avantage que j'ai eu là-dedans, parce que le foyer, ça peut être vraiment très, très dur, surtout quand tu es plus jeune. En fait, il faut, imaginer que plus tu es âgé, plus tu contrôles, en fait, l'espace. Donc en fait, tu es un peu le dominant. Mmh. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand tu es en foyer? En foyer, j'étais du coup, une enfant qui fuguait beaucoup, un peu par résistance et pour dire: «Merde, non, moi je suis pas comme les autres, je me Mmh. casse». Et et donc du coup, une fois, je sors avec des amis et puis on va en soirée, on picole, on fume vachement. Et puis il y a ce mec qui, je connaissais de vue, Mmh. me dit: «Ah tiens, vas-y, bois, fume», il insistait vraiment pour booster mes consommations. Et puis, bah, moi, je me dis: «Ah bah, trop cool ce mec, vas-y, bah, je bois et je fume avec lui». Et puis du coup, tout le monde s'endort sauf nous 2 et il me roule un giga joint quand même, ultra chargé. Je me rappelle, encore de la bouffée qui était, énorme. Et et donc en fait, ça me met vraiment KO parce que sachant qu'il y a l'alcool, la drogue et tout déjà, plus là, ce joint-là, enfin vraiment, je m'endors mais comme une masse. Et je me réveille à un moment, tu sais, je sens ma ceinture qui est défaite, je me dis: «Ouah, chelou». Je me rendors, j'étais trop défoncée. Je me réveille après, c'était la bringuette qui était défaite et après c'était le bas de mon pantalon. Genre vraiment, j'altérais entre eux, je me rendormais, je me réveillais avec un truc bizarre, tu vois? Et jusqu'à un moment où je me réveille et c'est doigts. Et donc du coup, je me rappelle m'être fait la réflexion sur le moment: «C'est mieux que tu te rendormes». Genre, «Là ma chérie, rendors-toi, ça va être plus simple pour toi». Et mais c'est le lendemain vraiment j'ai réalisé et je me rappelle que mon pantalon était encore défait le lendemain, enfin c'était horrible. Et ton copain était au courant que son pote, t'a violée? Non, il dormait à ce moment-là. J'ai pas voulu laisser passer. Je suis rentrée au foyer de ma fugue et mon foyer a vraiment été bienveillant. Il m'a dit: «Bah, écoute», mes éducateurs m'ont dit: «Bah, on va t'accompagner, on va aller faire un dépôt de plainte et cetera». Donc on a été faire ce dépôt de plainte-là et j'ai donné tout mon corps et mon âme, hein, pour cette plainte et pourtant 7 mois plus tard, ça a été classé sans suite. Ils t'ont Parce menacé, aussi quand tu as porté plainte? Ouais, 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 il y a eu, donc tous les amis qui étaient là à cette soirée-là qui, m'ont menacée de mort jusqu'à, bon, je suis pas sûre qu'ils auraient été jusqu'à Même les là. femmes? Ouais, ouais, il y avait même une fille dans ce lot-là et c'était un couple, mais et donc du coup, moi j'ai à chaque fois j'ai rapporté, j'ai été montrer à la gendarmerie, je fais: «Mais regardez, même ça en fait on m'en voit quoi». Genre j'avais énormément d'éléments à charge. Ça fait beaucoup de choses là dans une vie d'une petite fille de 15-16 ans. Ouais, c'est ça, parce que ça fait tellement en fait et Tes je me parents, ils rappelle l'apprennent? comment? Tes parents, ils l'apprennent? Oui, 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 ouais, ouais. Quand en fait, si tu veux, même si moi je ne contacte pas mes parents pour leur dire, le foyer est tenu de leur dire, puisque mes parents n'avaient pas perdu la garde. Mmh. Donc ils sont tenus de savoir en fait comment je suis. Et tes parents, ils se disent pas: «On va la récupérer? On va pas la Je laisser sais dans un pas. foyer?» Si alors mes parents étaient, tout, sauf, l'idée que je sois en foyer ne leur plaisait pas du tout, hein, vraiment. Ouais. C'était pas, c'était contre-productif et en Mmh. fait, on l'a vu dans mon évolution, c'est complètement contre-productif. C'était encore pire. C'est ça, ça n'a fait que, À un moment, ça se passe tellement mal au foyer qu'on décide de t'envoyer au Maroc. ouais. C'est quoi? C'est un programme pour les enfants en difficulté? Ouais, en fait, si tu veux, donc c'est un séjour de rupture. Ouais. Souvent les séjours de rupture, c'est on t'emmène dans un autre pays Mmh. et donc tu rencontres un peu, une autre culture, tu arrives moi, en l'occurrence, je suis arrivée dans une famille, qui parlait marocain. Mmh. Donc bah, il a fallu que j'apprenne à parler marocain. Donc tu parles marocain? Alors aujourd'hui, هذا شوية mais Ah, vraiment un petit peu j'adore! et enfin j'ai du mal, en fait. J'ai un peu occulté ça et donc du coup, voilà, tu obligé de faire comme eux. Donc tous les vendredis couscous, apprendre à parler marocain, apprendre les prières aussi, Mmh. j'ai pas trop eu le choix. Mais voilà et donc je suis arrivée, j'ai débarqué le 17 août 2021 Ouais. précisément sur Donc à ce moment-là, tu es une ado en difficulté, tu es accro à ouais, la drogue, ouais, ça se passe pas bien avec tes parents. Là, le ouais. but, c'est que ça aille mieux, mais on va le Là voir, le c'est encore pire ce qui se passe parce que tu rencontres un éducateur qui s'appelle Djalil.
Ouais, c'est ça? c'est Donc ça. dans le livre, en tout cas, vous l'avez Oui. appelé Djalil, c'est Ouais, pas ouais, son c'est vrai ça. prénom. Ouais. OK. Alors raconte, tu arrives là-bas, tu es censée être coupée de ton téléphone, tu es censée ne plus, prendre de drogue. Oui. Tu rencontres cet éducateur, tu peux me raconter? Alors du coup, l'idée, c'était pas de téléphone, bien sûr pas de drogue, mais ça allait de soi visiblement avec le voyage et donc on me met à disposition un éducateur référent. Mmh. Donc cet éducateur, si tu veux, il va s'occuper de moi, donc on va dire sur le milieu de la journée, où est-ce qu'on va aller faire des sorties thérapeutiques, des visites de musées et cetera et heu et notamment voir, un professeur, qui me faisait des cours avec des grosses guillemets, enfin bref. Et donc voilà, le but c'était qu'il me fasse découvrir, l'endroit, voilà. Et en fait, ce mec-là, m'a tout de suite dit: «Ah mais en toi, je vois un truc spécial, tu belle, Il a quel âge? oh il devait avoir une trentaine d'années, Et toi? 32-34 ans. Moi j'avais 17 ans, D'accord. tout pile. Et il me disait des trucs du style: «Ouais, toi t'es belle, t'es pas comme les autres, ça se voit que t'es intelligente» et tu vois toutes ces choses-là, bah, ça faisait un moment que je les avais pas entendues donc le mec était hideux, hein, il lui restait vraiment une chico, je faisais comme ça dedans, elle tombait, hein. C'était fallait désolée, c'est horrible, mais c'était vraiment très moche mais je sais pas, tous ces mots-là, malgré cette tête, je Ouais. me suis dit: «Bon, ça fait du bien» et donc du coup, je me suis un peu laissée me faire complimenter OK. et puis, c'était le surlendemain, il me dit: «Bon, bah, écoute, je te rends ton téléphone pour qu'on puisse discuter tous les 2» et j'étais en mode, waouh, rapide. De base, c'était, 6 mois sans téléphone, quoi. Parce qu'à la Et là, base au bout de 5 jours, téléphone. ouais, 2-3 jours même, je Tu es crois. pistonnée quoi par l'éducateur. Il a Ouais, pris sur toi, en fait. ouais, grave, grave et C'est j'ai tout de horrible suite parce qu'en fait, il est là pour t'aider à aller mieux, ça doit ouais, c'est être, ça. l'adulte qui te surveille, quoi. C'est ça, Et au encore une final, fois, même on lui, a il vu, veut, autre chose en moi, tu abuser vois? de toi, en fait, c'est Ouais ça? et donc du coup, ce mec-là, on va partout, il m'emmène dans les bars à chicha alors que, bah, j'ai clairement pas le droit. Il m'emmène acheter du shit là-bas à 2 € le gramme, Donc toi, tu es au paradis, en je fait, au suis au final, c'est des paradis, tu vacances? vois? Et c'est lui qui me paye mon shit. OK. Du coup, bon, quand il me fait un petit bisou ou qu'il me caresse la cuisse, je dis rien pour qu'il me paye mon shit. Donc je me laisse, en fait, je me laisse, me faire tripoter, je me laisse, me faire embrasser et je lui envoie des: «Ah habibi», pareil, tu vois? Je j'insiste et je reste dans ce truc comme ça, je me dis: «J'ai ma drogue», tu vois? Ouais, Moi, je voyais juste ça ouais. et sauf que lui, il a vu plus loin jusqu'à un jour, une après-midi où est-ce qu'on va chez sa mère. Donc je Mmh. savais que j'allais chez sa mère, qu'il y Mmh. aurait sa sœur aussi. Et je me dis: «Trop cool!» Je vais rencontrer sa mère, tu vois? Je vais rencontrer d'autres gens. Surtout qu'au Maroc, enfin, je veux dire, toutes les familles, elles sont ultra accueillantes. Tu arrives, on te fait Bah un oui, câlin, trop «Ma fille, sympa. ma chérie», tu vois? Donc je me dis: «Trop cool, je vais rencontrer d'autres personnes» et là, j'arrive, donc gros câlin, machin, «Installe-toi ma fille, installe-toi» et puis sur cette table, il y avait, plein de gâteaux aux amandes et en l'occurrence, là-bas, les gâteaux aux amandes, c'est souvent les gâteaux, pour les festivités style baptême, mariage, OK. tout ça et donc elle me dit, «Allez ma chérie, tu goûtes, tu me dis ce que tu préfères, moi je vais chercher les nappes» et là je me dis: «Waouh, c'est quoi cette histoire?» et en fait, il m'avait dit, un peu avant, enfin il avait parlé, vaguement de cette histoire-là, enfin, je pense que j'avais été trop naïve, j'avais pas compris que pour lui c'était, enfin, vrai quoi et il me dit: «Ouais, en gros, toi et moi on va se marier et puis si jamais je me marie pas, avec toi, je me fous en l'air et puis je pars vivre en ou alors je pars vivre en Tunisie». Donc c'était quoi cette cérémonie? C'était Et les ben, en fait, fiançailles? non, toute cette présentation-là de nappes et de gâteaux, en fait, c'était pour les fiançailles, quoi. OK. En amont, je choisissais ce que je voulais. Tu vois? Et là, quand tu Normalement, comprends qu'on veut te marier avec ton éducateur, qu'est-ce que tu dis? bah, sur le moment, j'avoue que je calcule pas, donc j'occulte. Donc je reste, dans cette pièce. Je me rappelle que c'est pas duré très longtemps Mmh. et honnêtement, je n'ai que très peu de souvenirs de ce moment-là. Je pense que, tu sais, être traumatisée Et tu en parles à ta famille d'accueil? et donc je rentre dans ma famille d'accueil et j'en parle pas à ma famille d'accueil au début. Mmh. Néanmoins, envoie pardon, un message au directeur des éducateurs en lui disant: «Écoute, là, voilà», je lui envoie les messages et tout parce qu'en fait, personne me croyait. Il disait: «C'est pas possible. Encore une fois, elle a plein de choses à raconter celle-là, elle Mmh. nous emmerde, quoi» Mmh. et donc je leur envoie les screens et tout et donc du coup, ils m'ont changé d'éducateur et ça s'est soldé que j'ai changé de famille, enfin Donc il a rien eu quoi, le et on est mec? parti non. Et tes parents, ils lui ont appris? Oui, mes parents l'ont appris mais Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents? je sais pas. C'est super J'étais grave. ouais, c'est super grave mais là, on a appris il y a genre 2 ans
que c'était une arnaque. Alors, une sorte de fraude, c'est-à-dire Le que séjour entier? ouais, le séjour entier était une fraude. En fait, les familles n'étaient pas payées comme elles devaient l'être, en fait. OK. Donc l'entreprise qui récupérait les enfants pour les placer gardait l'argent. Tu rentres en France, Oui. on te place dans un appart de jeunes majeurs. Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc l'accompagnement, des appartements jeunes majeurs, en gros, ça consiste à on te met dans un appart, donc j'avais, un petit 12 m², vraiment juste un lit simple, un frigo et un micro-ondes et le but, c'est que je me prenne en main, en fait. C'est un peu, un coup de pied au cul, puis bah, on va voir si tu arrives à te débrouiller toute seule. Moi, j'attendais trop, pardon, ce dispositif-là. Je me disais: «Ah, j'ai trop hâte que ça commence, j'ai trop hâte d'être, adulte», tu vois? Tu te mets à faire des soirées? Et ben, en fait, le premier jour, je me dis: «Trop cool». Le deuxième jour, je me dis: «Putain», tu sais, arrivé le soir, je me dis: «Mais je suis toute seule, je me fais suer, quoi et la télé, ça m'ennuie» et je me dis: «Je vais aller sortir marcher» et je sors et je croise une fille que j'avais rencontrée quand j'étais au foyer et cette fille-là, elle me dit: «Viens chez moi, si tu veux, enfin, je t'invite, on fait une soirée LSD», et j'ai tout de suite eu ce truc de popper dans la tête. Où est-ce que je me suis dit: «Ah, c'est ça qu'il me faut» et le truc, du coup, avec cette substance, c'est que quand tu le prends une fois, donc tu as un effet, qui dure environ 6 heures. 6 heures d'hallucination, enfin 5 heures d'hallucination, 1 heure de redescente où tu as encore un petit peu et je voulais pas, en fait, cette redescente. Je me suis dit: «Maintenant, je me laisse plus redescendre. Je veux rester dans cet état constamment». Et donc du coup, pour revenir à cet appart, de cette fille, tu restes combien de temps là-bas? Heu, Honnêtement, je saurais pas te dire. Ça devient un squat? Ouais, ça devient un squat, en fait. Est-ce que ça l'était pas déjà avant? Je pense que si. On se défonçait, on était tous plus ou moins des larves, on couchait ensemble, enfin vraiment c'était une vie très, très Mais particulière. comment vous faites pour vous payer à manger, pour avoir de l'argent pour la drogue? Il vient d'où l'argent? Alors déjà, tu pas faim quand tu prends de la drogue, donc la drogue, l'alimentation, c'était vraiment secondaire, voire même tertiaire. C'est-à-dire que ça on s'en fichait. Après, on avait des copains qui allaient faire la manche. On vivait avec quatre gros chiens. C'est mes amours encore aujourd'hui et ces 4 gros chiens-là, bah, nous, on s'en occupait bien pas correctement et en fait, on les laissait, faire, leur selle par terre, tu vois? C'est horrible. Il pouvait y avoir, 5-6 selles, qui traînaient par terre dans un appartement de 30 m², donc autant te dire que ça sent. On vivait là-dedans, les poules, la crasse, la drogue, pour te dire, on fumait des joints et puis quand on avait plus, ce qu'il fallait pour fumer, on allait jusqu'à racler avec un couteau le sol pour récupérer les boulettes de shit qui étaient imbibées de pisse de chien et de merde de chien. On en avait rien à foutre, juste pour fumer, on faisait ça. C'est horrible. Ouais, 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 non, non, mais vraiment, Et encore une fois, à ce moment-là, tu te dis pas: «J'ai grandi dans une famille parfaite avec des parents qui sont cadres supérieurs. J'ai une maison de campagne avec une petite sœur trop sympa. ouais, Je suis d'une famille aisée, gentille, bienveillante et je suis dans un squat avec des poux et du sang par terre. Qu'est-ce que tu fous là?» bah, j'aimais trop. Excuse-moi du terme, hein, mais Non, tu te non, dis mais pas genre: «Waouh, mais pourquoi?» si, mais en fait, je me sentais là où je devais être, en fait. Et puis j'ai rencontré ce gars, Pandy, avec qui, je sais pas, j'avais l'impression de vivre comme une, baba cool, tu vois? Je sais pas. Sauf qu'en fait, j'étais pas du tout comme ça, hein, j'étais clairement une marginale. Quand les gens me regardaient, ils éloignaient leurs gosses de moi, tu vois? Enfin, mais sur le coup, je me rendais pas compte. J'avais plutôt l'impression d'être une femme libre, qui écoute du Toi, tu reggae. passais des bons moments, en fait. Ouais, c'est ça, je vais en teuf, c'est les copains, on prend de la drogue, c'est rigolo. Mais parce que je me laissais pas ce temps de redescente, en fait. À quel moment tu comprends que vendre ton corps, ça peut te permettre de payer ce que tu consommes? Je pense que je l'ai compris très tôt, toujours ce rapport au corps qui était un petit peu tendancieux, du fait de ce que j'ai vécu avant avec les hommes. Je pense que c'est arrivé, assez rapidement. Je me suis dit: «Bon, là, il faut que je fasse de l'argent». Et puis il y a eu une relation avec un homme, c'est surtout ça qui a été le point déclencheur. On a couché ensemble et puis à la fin de cette relation sexuelle, il me dit: «Bah, écoute, je vois que tu prends de la drogue, je vois que tu te débrouilles, voilà. Est-ce que ça te dirait, de faire pute pour payer ta drogue?» Vraiment, il avait complètement conscience de ce qu'il disait. Et toi, tu lui dis oui? Ouais, OK. carrément, vas-y, let's go, on va Let's faire go. la pute pour payer la drogue
Et j'étais même contente d'avoir trouvé ce job-là. Je me dis: «Mais je vais être blindée aux as, je vais» Juste, encore une fois, pour revenir à tes parents qui sont une super famille et tout, ils se demandent pas où tu es, ils t'appellent, ils se disent quoi? Ouais, Tu es alors super jeune. ouais, avec ma mère, on a toujours une relation très fusionnelle, donc j'ai Ouais. toujours gardé contact avec elle, bah, à raison, d'1 ou 2 messages par semaine, ce qui est quand même très peu dans la situation dans Et laquelle ils se j'étais. disent pas: «Notre fille, elle est dans la rue, on sait pas où elle est», quoi? Si, alors à ce moment-là, eux, ils étaient en train de mettre déjà des choses en place parce qu'ils voyaient que je rentrais de temps en temps chez eux quand même et j'avais perdu du poids, je perdais mes cheveux, enfin, ils voyaient que je commençais à avoir, mon visage qui se déformait, que j'étais complètement délirante. Ce que je disais n'avait pas de sens, donc ils savaient que la drogue était quand même que j'avais quand même bien augmenté et eux, de leur côté, étaient en train de mettre en place, l'ordonnance de placement provisoire, dont on parlera, je pense, après. Donc voilà, ils agissaient un peu dans l'ombre, mais de toute façon, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Quand j'avais besoin d'eux, par exemple, j'appelais souvent ma mère: «Tu peux m'envoyer de l'argent pour manger?» Elle m'envoyait 10 balles, j'allais acheter une boulette de crack avec, tu vois? Mais ils étaient quand même là pour moi Et donc ce garçon, il te fait rentrer dans la prostitution? c'est ça, donc il me donne un contact, le mec me dit, donc ce contact-là, donc c'était ce proxénète, il me dit: «Bon, bah, écoute, tu vas m'envoyer des photos de toi nue, et puis tu vas me faire une sextape de toi qui te masturbe et puis je te dirai si tu es une bonne pute ou pas». C'est clairement les mots qu'il a utilisés et c'est vraiment un système de recrutement, des plus particuliers et donc j'exécute, je fais et puis là, il me dit: «Bah, c'est bon, tu es prise, on se voit dans 2 jours, tu me rejoins à telle gare et puis, je viens te chercher». Et et là, je te jure, hein, j'étais presque contente d'avoir obtenu ce travail, tu vois? Et donc il vient me chercher, et je me rappelle m'être faite toute belle, machin, et puis il vient me chercher et lui vraiment froid, froid, il me dit: «Bon tiens, capote, lubrifiant, téléphone prépayé, je t'emmène à tel endroit, tu y restes tant de jours et voilà et tu dois faire tant d'argent». Mmh. Sauf que moi, ce que je savais pas, c'est que je me disais: un client, admettons 200 €, les 200 €, ils sont que pour moi. Je comprenais même pas du coup l'utilité d'un proxénète, si ce n'est la protection. Moi, je pense pas qu'il allait récupérer de l'argent en fait, Mmh. sur ce que je faisais. Et il récupérait combien? Bah, du coup, au début, il récupérait 40 Mmh. de la recette et après il a commencé à récupérer que 30 parce que je gagnais quand même bien. Tu Donc gagnais combien? bah, en fait, ça fluctue. Si tu veux, tu as pas, un nombre de clients défini dans la journée. Le but, c'est quand même d'en faire le plus. Moi, Tu j'ai pouvais fait aller jusqu'à combien de clients par jour? pour faire franchement, je saurais pas te dire, mais j'ai déjà fait des 24 heures sans dormir. Avec combien de personnes? Combien d'hommes? Bah, allez, ça pouvait être, une dizaine de clients peut-être. Dizaine de clients, tu es à 150-200, 700. En fait, ça dépend de ce que tu leur demandes aussi, tu vois? Tu Mmh. peux aller prendre, un repas avec un vieux mec riche, comme tu peux, aller lui sucer la bite, dans un endroit vraiment lugubre, tu vois? Enfin, c'est Mmh. horrible, hein, ce que je dis, je m'excuse, mais Non. je me suis vue faire, des fellations dans des parkings pour 50 balles, enfin, tu vois? Mais je le faisais parce que, bah, de toute façon, j'avais donné mon accord pour le faire, donc il fallait que je le fasse, de toute façon. Tu étais obligée? Non, mais je me rappelle qu'il y avait quand même cette grosse pression, enfin cette pression de résultat, quoi. Je me Mmh. rappelle une fois, j'appelle ma copine, j'étais à l'hôtel et je l'appelle pour lui dire: «Ah voilà, tiens, j'ai eu tel client, j'en ai eu pour v'là les sous et tout, je suis trop contente». Et elle me disait: «Mais tu es sûre que ça va et tout?» Je fais: «Ouais, ouais, t'inquiète, trop bien», et j'entends, toquer à ma porte et en fait, c'était une petite main, enfin Du proxénète? ouais, c'est ça qui me disait: «Non mais t'arrêtes là, en fait, tu de téléphoner à ta copine, et tu réponds aux clients, en fait». Tu Mmh. vois? Je me rappelle que j'avais même pas duré, Tu avais pas le temps, quoi, tu travaillais plus qu'un ah ouais, 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 mais ouais, ouais, non mais vraiment c'est du non-stop. Le téléphone, il sonnait, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, sans abuser, quoi. donc on va revenir à ce proxénète, qui Oui. est celui dont on parlait au début dans l'histoire, dans la montagne. Est-ce que tu peux me raconter comment tu le rencontres? Comment tu en viens à être sous ses ordres de ce garçon qui finalement veut t'envoyer te prostituer à l'étranger? Ouais, en fait, au début, du coup, c'était le plan de, on va faire, un go fast. Mmh. On va aller, du coup, dans cette station de ski étant donné qu'il y avait beaucoup de demandes puisque c'était les saisons Mmh. et mais avant ça, il va falloir passer à aller récupérer de la drogue en quantité pour pouvoir arriver avec de la drogue en quantité là-bas OK. et donc du coup, moi, je lui dis: «Bah, OK», et puis l'idée, c'était aussi d'être avec un mec que j'aimais bien
Et puis j'avais envie d'être avec lui et lui me disait: «Mais comme ça, on passera une semaine de vacances à la montagne». Moi, j'étais en mode: «Ah, trop bien avec mon chéri et tout». Tu parles? Et donc du coup, je monte dans la voiture avec eux. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Il y a eu 34 heures de voiture, c'était hyper long. Et donc on s'arrêtait, tous les 60, 100 kilomètres, récupérer, une certaine somme, une quantité pardon de drogue. Du style, à un endroit, on allait récupérer de la kétamine, à un autre endroit, on allait récupérer des tases, à un autre, on allait récupérer des olivettes de cocaïne. Et en fait, on faisait le plein au point où est-ce que vraiment j'avais jamais vu ça de Ils ma étaient vie. dangereux, ces hommes? Ouais, 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 clairement. C'était des gros trafiquants de drogue, proxénètes? Il y avait une machette et un gun dans la voiture pour être sûre. OK. Voilà. C'était je s en honnêtement, encore aujourd'hui, hein, je saurais pas te dire, s'ils étaient, ultra giga méga impliqués dans le trafic, mais on parle ils pouvaient claquer 10 000 € pour une nuit, Mmh. tu vois? Pour une nuit d'hôtel, dix Et mille toi, euros tu c'est payais? rien pour eux. Moi, j'étais surtout payée en consommation de drogue, en fait. OK. Voilà, je crois que j'avais reçu une compensation financière pour ce que j'avais fait, donc c'est-à-dire transporter la cocaïne dans mon vagin tout le long de la route. Tu peux me raconter ça? En fait, il était question aussi que je fasse la mule, du coup. En gros, l'idée, c'était que dans la voiture, lors de ce go fast là, heu, ça passe plutôt inaperçu, donc c'est-à-dire un homme, une femme à l'avant de la voiture, Mmh. ça passe bien et donc du coup, on a moins de chances de se faire contrôler. C'est véridique en plus, pardon et donc du coup, moi, je m'étais mise à l'avant et puis il m'avait dit: «Bah, tant qu'à faire, tu vas mettre, du coup, la cocaïne, tu vas la ranger en toi et puis tu la ressortiras quand on sera arrivé, mais comme ça, au moins, on évite de se faire péter avec, quoi». Et donc du coup, j'ai accepté, donc c'est bien, bien enroulé et après on met ça dans une capote qu'on s'insère, C'est dangereux? de cette manière-là, non. Après, tu as des gens qui décident de l'avaler et moi, je me rappelle m'être fait la réflexion que bon, non, fallait peut-être éviter Ouais. quand même, Tu nous racontais au début du podcast que tu décides de ne pas partir avec eux à l'étranger, parce que tu as trop peur. Ouais, Heu, de là, la police te récupère. Est-ce que c'est après que tu pars en cure de désintoxication? oui, en gros, c'est la semaine qui suit, j'ai 2 éducatrices qui viennent me chercher avec, un papier et qui me disent, elles me disent: «Bon, on a, pour toi une ordonnance de placement provisoire. Ouais. Donc tu choisis, tu as le choix entre CER ou l'hôpital, psychiatrique CER, en c'est la prison pour désintox». mineurs? Ouais, c'est ça. Et c'est tes Enfin, parents qui avaient fait en sorte, qu'on vienne te mmh. chercher? En fait, c'était un triangle entre les juges des enfants, les éducateurs et mes parents. Et ils ont vraiment, ça a été très dur visiblement parce que, c'est pas aussi facile d'avoir une ordonnance de placement provisoire pour une mineure OK. et alors d'autant plus pour un majeur. Et donc du coup, ils ont vraiment bavé et voilà. Comment ça se passe la cure de désintox? Ça Hem, t'aide? alors oui et alors au début, j'étais vraiment révoltée. Je me dis: «Mais c'est pas possible». Enfin, je veux dire, quelle idée de me foutre dans un hôpital psychiatrique avec des gens, qui étalent leurs mains par terre, au réfectoire, enfin, je veux dire, c'est pas très, ça donne pas envie de s'en sortir, quoi. Mmh. Et en fait, si, parce que j'avais pas envie d'y rester. J'étais vraiment, focus sur le fait de, «Vas-y, je vais leur montrer que ça va», alors en fait, Mmh. ça allait pas du tout, je me faisais pipi dessus la nuit alors que ça m'arrivait jamais. Je me rappelle avoir les mains, qui transpiraient, je transpirais de partout à grosses gouttes, c'était Sur horrible. ton corps, tu avais un manque physique de drogue? Ouais, 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 le manque physique. C'est un manque physique de quelle drogue en général? Alors moi, j'étais vraiment polytoxicomane, c'est-à-dire Ouais, que donc tu sais en pas fait, c'est laquelle? quand tu arrives, en désintox, enfin, surtout en hôpital psychiatrique, hein, très souvent, ils te font une prise de sang. Mmh. Et en fait, moi, tout était au vert, quoi. Pour conclure un peu la cure de désintox, ça t'a aidé au à la fin? Bah, en fait, donc après ces 2 mois et demi là, j'ai été aidée, oui, parce que je voulais plus y retourner, donc je me suis dit, «Pour pas y retourner, va peut-être falloir que je fasse plus attention à moi» Mmh. et donc vient cet épisode, post-désintox du coup, Ouais. Après, on t'envoie dans un centre avec des chevaux qui, eux aussi, ont souffert et des jeunes qui ont souffert et en fait, c'est quoi cet établissement? Tu peux m'expliquer? Alors en fait, c'est un centre de médiation équine, Ouais. en fait, c'est une petite maison en campagne, OK. avec des champs et des chevaux. Ils sont 9 si je ne dis pas de bêtises Ouais. et C'est quoi le but? en fait, le but, c'est de créer une liaison entre l'humain et le cheval Mmh. et c'est surtout qu'il y a forcément un cheval qui va venir s'accrocher à toi ou est-ce qu'on va avoir
pas une similitude, mais une complémentarité. Notamment, moi, c'est une jument qui s'est, rapprochée de moi, hem, qui avait un manque maternel profond. Elle avait des problèmes aux ovaires, elle arrivait pas elle avait elle avait besoin, pardon, de se reproduire, d'avoir un petit. Elle avait des règles douloureuses, enfin des chaleurs douloureuses, pardon. Et donc du coup, elle avait besoin d'avoir une prestance maternelle et moi, à ce moment-là, j'avais un manque maternel ou en tout cas, parental et ce manque de considération en moi, qui était puissant et en fait, cette jument-là, elle m'a regardée sans concession. Elle m'a dit: «Je t'accepte», enfin, dans le regard, et la manière dont elle se comporte avec moi, c'était: «Je t'accepte peu importe qui tu es, donc sois transparente avec moi». Voilà C'est ça qui et t'a sauvée? ouais, parce que, elle m'a fait reprendre confiance en moi. C'est tout bête, mais en fait, peut-être que de passer par autre que les yeux d'un humain, donc passer par les yeux d'un animal Mmh. et ben, ça rajoute quelque chose d'inconnu et de tellement plus puissant puisqu'ils ont pas la parole. Ils peuvent rien te dire. Donc tu vois à leur regard, à leur comportement, si ce que tu fais est bien ou pas. Je trouve ça beau parce qu'ils ont tout essayé avec toi. Ils ont essayé l'hôpital, ils ont essayé le foyer, ils ont essayé plein de solutions Ouais, et au final, le seul truc qui a marché, c'est une thérapie avec les animaux. ouais, Ça prouve au final que tu es juste une âme sensible, je trouve. ouais et puis, ça prouve tout cet amour que j'ai pour les animaux aussi, tu vois? Il y a qu'eux qui pouvaient me sauver au final. C'est magnifique. Aujourd'hui, tu as un copain sain. Oui, Tu es heureuse avec lui? ouais, 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 vraiment, c'est un homme, que j'ai rencontré de base, comme ça et puis de fil en aiguille, j'ai Lui, il consomme rien du tout? non, 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 Pas du du tout. tout. Non, non. Alors au début, il savait pas, hein, donc c'était le deuxième jour, je pense, en fait, je me suis directement attachée à lui parce qu'à la base, c'était un plan d'un soir, clairement et normalement, un plan d'un soir, moi, j'avais l'habitude à ce que les hommes, ne prennent pas le temps de me connaître, ne prennent pas le temps de me rencontrer. On couchait, basta, au revoir Mmh. et lui, il m'a parlé pendant 3 heures. Pendant 3 heures, on parlait de tout et rien. Il voulait savoir qui j'étais, il a pris le soin de savoir, voilà, comment je vivais, voilà, quel était, mon cadre de vie et puis après, il y a eu cette relation mais le lendemain, je sais pas, j'ai senti un truc en mode, lui, je pense qu'on je sais pas, il y a un truc, tu vois? Et je lui ai dit, je fais: «Écoute, si tu veux qu'on aille plus loin, laisse-moi juste te raconter, un truc avant». C'est un gros truc. Je lui ai dit: «Si, tu peux ne pas accepter et d'ailleurs, je comprendrai». Et donc je lui ai expliqué, je lui ai tout déroulé, je lui ai rien caché. Il sait tout de ma vie, il sait tout de mon passé et je me rappelle que sur le moment, tu sais, il était scotché et je me suis dit: «Merde, bah, j'en ai encore perdu un, quoi». Et en fait, il a dit: «Bah, j'en ai rien à foutre. C'est ton passé et ça te définit pas, en fait». Trop mignon. Ouais et donc je suis toujours avec aujourd'hui, on est fiancés, et C'est trop chou et comment ça se passe avec tes parents? avec mes parents, ça se passe super bien. Avec mon père, Ils gardent des séquelles de cette histoire? oui, bien sûr, c'est toujours très tabou, Ils savent heu, tout? ils savent presque tout, je pense. Mais tu m'as dit qu'ils regardent pas tes interviews. Voilà, ils veulent pas regarder, ils veulent pas remuer, en fait, le couteau dans la plaie. Mais voilà, avec mon père, on a retrouvé cette, fusion qu'on avait entre nous, avec ma mère aussi et avec ma sœur, du fait aussi que nos âges se rapprochent, on est devenues meilleures amies, donc ça, c'est exceptionnel, Tu dirais que le harcèlement scolaire, ça t'a volé quoi? Eh bien, écoute, c'est quelque chose de très dur, mais ça m'a volé mon adolescence. Pardon. T'inquiète. Mais, j'en suis pas pour autant, résignée dans le sens où je suis quand même reconnaissante d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui. Mais ça m'a quand même, volé, ça me laisse cette carence-là aujourd'hui. Et tu dirais quoi à la petite fille que tu tu lui dirais quoi? La petite collégienne qui se faisait harceler? Je te laisse pas avoir, je sais pas, honnêtement, j'aurais tellement de choses à lui dire. En fait, j'aurais envie de lui dire, «La manière dont les autres te regardent ne te définit pas». Genre, ne cherche pas à avoir, leur donne pas raison et tu es qui tu es, en fait. Genre, tu t'en fous. Dire ça te définit pas. Voilà et j'aimerais bien la recroiser cette gamine. J'aimerais bien la prendre dans mes bras et la consoler, tu vois? Et lui dire: «T'inquiète, tu seras heureuse plus tard», genre. Quand tu repenses à ces années de prostitution, qu'est-ce que tu penses de toi? Mmh.
Bonne question. Je me sens pas tant sale ni trop enfin, j'ai quand même ce truc de: «Waouh, c'est quand même une sacrée dinguerie ce que tu as fait». Hem, mais en fait, j'ai plus l'impression d'avoir, répondu à ce qu'on voulait de moi, en fait. On m'a dit que j'étais une pute, bon, bah, je serai une pute et puis voilà. Heu, aujourd'hui, avec ce recul, j'ai surtout honte de leur avoir donné raison à tous ces harceleurs. Parce que du coup, au final, même des années après, je suis devenue ce dont ils m'injuriaient, quoi. Il y en a qui t'ont recontacté, qui ont vu tes interviews? Ouais, ouais, il y a quelques filles qui m'ont renvoyé des messages en me disant, «Purée, j'ai vu ton interview, c'est trop fort. Genre, c'est horrible ce qui t'est arrivé et tout machin» et en fait, elles se rendaient pas compte de ce qu'elles avaient fait et donc moi, je les ai tout de suite, je dis: «Mais ça va pas, mais tu es folle de m'envoyer un message comme ça, mais rappelle-toi juste de ce que tu m'as fait, quoi» et en fait, elles en avaient pas conscience. Est-ce que tu fais encore des rechutes de drogue ou de J'en ai fait 5 ou 6, je pense. Alors les médecins ont tout de suite dit que les rechutes faisaient partie de la guérison. C'est pas pour se donner une excuse, mais c'est véridique. C'est-à-dire qu'on y sera toujours appelé. Le but, c'est de ne pas, on peut en prendre, mais le but, c'est de ne pas en reprendre. C'est de comprendre la gravité des faits et de passer à autre chose. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'en ai repris plusieurs fois, notamment une fois avec, cette Johanna qui, savait que j'arrivais bientôt, à mes 18 mois de sobriété et qui s'est pourtant ramenée avec de la kétamine chez moi, sous mon propre toit et donc faiblesse, a fait que j'en ai pris avec elle et sinon, voilà, en boîte, ça m'est arrivé une fois, voilà, mais tu gardes quoi comme séquelles, physiques et psychologiques de la drogue? C'est quoi les psychologique, séquelles, physiques physique, dans la ça va être tête? tout ce qui va être perte de mémoire. Mmh. Heu, pendant plusieurs mois après ma désintoxication, j'ai eu des troubles d'élocution. Mmh. Donc j'avais du mal à parler, à faire des phrases, dans le bon ordre et encore aujourd'hui, des fois fatiguée, ça m'arrive. Avant, j'étais quelqu'un qui dessinait beaucoup. J'ai fait des concours de dessin. Maintenant, je suis incapable de prendre un crayon dans une main et de faire quelque chose, de potable, ce qui est très, désolant d'ailleurs, parce que j'aimais bien ça. Mais sinon, voilà, tout ce qui est les traumas qui s'y additionnent, mais et puis je serai toute ma vie addict. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui se font harceler en ce moment même et qui nous regardent? Je leur dirais que surtout, il faut en parler. Il faut vraiment en parler parce qu'à partir du moment où on se laisse s'isoler, c'est encore pire. Parce que du coup, on leur donne le pouvoir de nous détruire encore plus. Donc il faut en parler et puis il faut aussi accepter de se rebeller. C'est pas parce qu'on se rebelle que, ça nous fera plus mal. Alors oui, ça va être dur parce que c'est pas simple. Mais mais voilà, faut savoir dire merde aussi des fois et puis j'ai tous envie de les prendre dans mes bras et Moi, les c'est moi, j'ai envie de te prendre dans mes bras, je peux pas faire câlins. si Lise. Merci à toi. Vraiment, tu me pleure de toi et merci Merci. beaucoup pour cette interview. Bah, merci pour Merci. l'invitation, vraiment. Je trouve que tu peux être fière de toi pour le chemin parcouru. Merci à toi. Alors j'aimerais vraiment voir votre avis en commentaire parce que derrière ce témoignage, il y a une vraie question. Est-ce qu'on mesure vraiment jusqu'où le harcèlement scolaire il peut détruire une vie et une famille entière? Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Je lis tous vos commentaires et surtout si vous voulez m'aider à continuer à faire ces interviews, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ce qui me permet de continuer à le faire.